Allez, c'est parti. Bonsoir à tous pour ceux qui nous rejoignent et rebonjour pour ceux qui nous ont suivis tout au long de la journée. Donc, on entame notre dernier atelier de cette journée consacrée à l'ascenseur et mobilité sociale. Du coup, on va de nouveau aborder la thématique des soft skills, mais sous un angle encore un peu différent. Sans spoiler le sujet, je laisserai notre intervenant, donc Michael Abélard de la société Axon, on dit, hein, c'est ça? Oui, Axon Consultant, mais Axon Axon Consultant, Service. voilà. Je lui laisse la parole juste après. Donc, on s'inscrit dans la thématique que porte notamment la commission RSE du MEDEF Réunion sur les différents piliers de la RSE et notamment ceux qui traitent de l'humain globalement, un peu à tous les niveaux de l'organisation. Je crois qu'on va parler un peu de recrutement, on va parler un peu de savoir-être. Alors, on nous a dit ce matin que les soft skills, c'était différent des savoir-être. Alors, peut-être tu auras un éclairage un peu différent là-dessus aussi. Un premier temps de présentation. On laisse les participants à distance peut-être noter les questions ou les écrire directement dans le chat. Et on prendra, Michael prendra ensuite les questions à l'issue de son intervention pour initier l'échange. Et puis, on vous passera la parole si vous souhaitez intervenir en visio à l'issue de sa présentation. Donc, je te passe la main, du coup, Michael. Encore merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Bonsoir à toutes et tous. Tout d'abord, merci au MEDEF pour l'invitation à animer cet atelier sur les soft skills. L'idée ce soir, c'est pas de faire une présentation universitaire théorique, que ce soit sur les différents aspects où on aborde en fait les compétences informelles ou autrement dit les soft skills, que ce soit sur la partie sciences de l'apprentissage ou encore sciences de l'éducation ou tous les ouvrages et les études qui existent depuis 2004 et notamment depuis la démocratisation en fait, de cette terminologie depuis 2014, sachant que je vois parmi les participants qu'il y a des spécialistes du domaine, mais d'avoir en fait un premier niveau en fait de sensibilisation sur les 5-6 dernières années en termes d'évolution, de prise en compte en fait des compétences informelles ou des soft skills. De temps en temps, je vais naviguer entre les deux terminologies, que ce soit en anglais ou en français, et de voir dans quelle mesure en fait ça impacte en fait au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau des ressources humaines, sur la lutte contre les discriminations, sur le développement en fait des méthodes agiles en entreprise ou encore sur des notions comme le leadership partagé ou de l'intelligence émotionnelle afin de contribuer en fait au gain de productivité, on va dire à l'amélioration des capacités de l'entreprise de façon générale, mais avec une prise en compte en fait de la valeur en fait que représentent les hommes et les femmes au niveau de l'entreprise. Donc 4 principaux points pour lesquels en fait j'ai structuré cette présentation. Un premier volet en fait sur une synthèse des principes fondamentaux et des enjeux au niveau des soft skills donc de façon générale dans la littérature, mais notamment en France. Quels atouts ça peut représenter pour l'entreprise et surtout les pièges à éviter. À titre d'exemple, surtout sur les 2-3 dernières années, sur les grandes entreprises comme sur les moyennes, voire même les TPE, on a l'impression qu'on peut cartographier en fait l'ensemble des compétences informelles. On l'associe souvent et on le réduit parfois uniquement à l'estime, la confiance en soi et la capacité en fait à faire preuve de proactivité. C'est un peu ça, mais pas que. Une piste de solution ou de valorisation au travers en fait de ce que on peut appeler en fait au niveau des différentes, on va dire des différents intervenants spécialistes de sujets quand on parle d'écosystème de reconnaissance des compétences informelles, RCI pour les intimes, puis un petit rappel en fait des principales notions et des conclusions. Alors, je ne suis pas fan des monologues, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. Je ne sais pas s'ils peuvent intervenir. Ouais, ok, super. Histoire que je ne me retrouve pas à entendre ma voix que je n'aime pas particulièrement pendant une quinzaine de minutes. Donc, je le disais en préambule, l'idée, en fait, ce n'est pas de refaire une revue de littérature, une revue des études très bien documentées d'ailleurs, notamment au sein du CARIN ou de différentes revues de management sur quelles sont les théories de l'apprentissage, les courbes de l'apprentissage, les sciences de l'éducation, mais d'arriver en fait sur une synthèse
des soft skills et avoir quelques matérialisation et concrétisation de ce qu'on entend. Tout d'abord, de façon générale, l'ensemble de la littérature et des chercheurs dans le domaine se mettent d'accord sur 3 blocs, en fait, 3 prismes pour aborder en fait l'entièreté des soft skills. Tout d'abord, ce qu'on va appeler des compétences douces. Donc, à l'opposé, en fait, vous verrez, il n'y a qu'une seule ligne après le différent des compétences techniques, même si là-dessus, il y a encore quelques débats parce qu'on considère en fait que c'est par l'apprentissage. Si je prends l'exemple de la comptabilité, par exemple, à force de, écluser des bilans, des comptes de résultats, des tableaux de flux de trésorerie, des business plans, que du coup, on va mettre en place de nouvelles solutions et donc des capacités en fait d'adaptation, d'évolution qui pourraient rentrer en fait dans des soft skills, mais qui vont être considérées comme étant des compétences techniques. Donc, comme je l'évoquais, un premier élément lié aux compétences douces, un deuxième élément lié en fait à ce qu'on va appeler les compétences comportementales et un dernier élément qui va être qualifié de compétences transversales ou encore humaines. Ce qui est à la fois très vaste, très peu précis et qui aurait besoin d'un peu de précision. Sur la droite, sur le semblant de Woodard que vous pouvez voir, c'est la synthèse en fait d'une étude à la fois réalisée par 2 chercheurs dans le domaine en 2014, Fabrice Moléon et Julien Bourré, et en parallèle en fait du World Economic Forum des Soft Skills de 2020, qui liste en fait une quinzaine, les 15 principales en fait soft skills qui sont indispensables au sein d'une entreprise. Donc, on a le volet résolution de problèmes, donc la capacité en fait à identifier des points de rupture, des jalons, des problématiques en fait, soit dans ses tâches, soit au sein de son équipe, ou soit au sein d'une entreprise et de faire preuve de proactivité ou de proposition de solutions. Le volet créativité, la motivation intrinsèque, au lieu d'avoir entre guillemets un robot qui vient s'asseoir toute la journée derrière son ordi pour exécuter de façon automatique ses tâches, mais il va s'impliquer en fait dans son entreprise et faire preuve de motivation. Et ensuite, on va dévier et évoluer vers des principes tels que le leadership, la motivation des troupes et la connaissance partagée. La gestion du temps, la capacité donc dans des temps contraints à être en mesure en fait de solutionner des problèmes, le sens du collectif à la fois en termes de motivation, de partage et de travail en équipe, l'intelligence émotionnelle, donc la capacité en fait à identifier l'état, le comportement de ses collaborateurs, d'un client, d'un prospect et être en mesure en fait d'adopter et de proposer en fait des réponses ou des comportements adaptés par rapport à son comportement, faire preuve d'audace, donc on rejoint un petit peu la notion de proactivité, la notion de visualisation, c'est-à-dire la capacité à partir d'un instant T en fait à la fois de projeter si on est en train de développer un logiciel ou développer un nouveau catalogue de produits, donc de projeter en fait la pertinence des produits, de la mise en forme qui vont être proposés tout simplement à ses clients, par exemple, et voire même d'anticiper sur la réaction des clients potentiels ou des prospects. La gestion du stress, le volet confiance et estime de soi, la capacité à communiquer, qui est liée aussi à celle d'informer. Donc après, si vous voulez que je précise certains termes, ce sera avec grand plaisir. Donc autrement dit, soit de construire des supports visuels ou soit à transformer en fait et établir un message pour qu'il soit perçu, entendu et compris en fait par sa cible. L'empathie, la compréhension en fait de son environnement, que ce soit de ses collaborateurs, de ses clients, de ses prospects, de ses N+1, N-1. L'esprit d'entreprendre et la curiosité. Donc, ce sont les 15 en fait soft skills qui sont considérés en fait comme les principaux éléments nécessaires demandés au sein des entreprises à ce jour. Je vous ai mis une petite citation. Elle est issue d'une enquête du Monde de 2016 qui a été établie auprès de 306 entreprises en France de façon générale, en creusant un peu ces France métropolitaines, qui se résume, où je trouvais cette phrase assez intéressante. Ce sont les candidats les mieux dotés en qualités humaines qui auront le plus de chances d'être sélectionnés et non ceux ayant effectué les meilleurs stages. En fait, cette enquête a été réalisée, donc, comme je vous l'évoquais, auprès d'un peu plus de 300 entreprises en France métropolitaine, auprès de recruteurs.
qui recrutaient à Bac+5 et en leur demandant, en fait, donc tout un volet à la fois enquête comportementale et enquête statistique, c'est par rapport à leur recrutement, qu'est-ce qui ont fait en fait des différentiels en termes de salaire, en termes d'embauche, par rapport aux compétences techniques et par rapport à ce qu'on commençait à démocratiser à l'époque en termes de notion de soft skills. Et c'est un peu la phrase de conclusion de cette enquête. Donc, on est vraiment dans… alors, certains parlent de connaissances et de sciences immatérielles, mais vraiment sur des déterminants en termes de comportement, en termes d'adaptation par rapport à un environnement au niveau des individus, de vos collaborateurs ou des futures personnes que vous allez recruter. Des questions? Non, j'enchaîne. Non. Au niveau de l'entreprise, parce que c'est bien beau, on va recruter des individus qu'on va faire grandir, qu'on va nourrir, qu'on va faire évoluer, mais qu'est-ce que ça peut apporter au niveau des ressources humaines, qu'on soit une TPE de 1-2 salariés ou même un seul, par exemple, gérant non salarié, où on va en fait s'entourer d'une équipe de collaborateurs qui soient stagiaires ou apprentis ou de nouveaux recrutés. Donc, toutes les capacités en fait les principales capacités qui ont été évoquées dans la slide d'avant, ça va permettre bien évidemment au niveau de l'entreprise, et quelles que soient les strates en fait d'organisation, quels que soient les services pour des entreprises à plusieurs salariés, de gagner en performance, en agilité, en adaptabilité, en capacité d'anticipation en fait par rapport à la concurrence ou par rapport à des nouveaux produits qui vont être mis sur le marché. Donc, comme je l'évoquais, des gains de productivité et tout un volet, en fait, notamment et fortement démocratisé dans le secteur informatique il y a plus d'une dizaine d'années, mais qui se voit aussi aujourd'hui de plus en plus dans des entreprises de services, ce qu'on va appeler en fait les méthodes agiles et l'UX design. Donc, tout simplement, la capacité en fait aux équipes d'anticiper et de rebondir en fait par rapport à des problématiques ou de la conception de produits ou de services, qu'ils soient logiciels ou de services dédiés aux consommateurs, mais aussi de prendre en compte en fait le besoin de l'usager, son interaction en fait avec le service qui va être développé et d'avoir en fait des équipes qui sont en mesure en fait d'intégrer dès les phases de préconception et d'idéation en fait d'un produit ou de service la façon dont l'utilisateur en fait va appréhender ce produit, sa réaction en termes d'anticipation et surtout l'utilité que le consommateur final, l'utilisateur final va avoir en fait par rapport à ce produit ou ce service qui va être développé. Donc là, on rentre aussi dans des aspects, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais de psychologie, de sciences comportementales, de neurosciences, d'ergonomie dans le sens psychologique du terme, en termes d'interaction en fait entre l'usager, les services et les produits qui sont développés. Alors, soit j'endors tout le monde, ou soit ils ont tous coupé l'écran. D'un point de vue, ou sinon je parle trop vite, que cela m'a échappé, mais je n'ai pas entendu la différenciation entre soft skills et savoir-être. Alors, en fait, il y a le savoir-être va être un des soft skills parmi une liste. Alors, on est à plus d'une cinquantaine de soft skills en fait qui font à peu près alors pas l'unanimité, mais le consensus au niveau de l'ensemble des chercheurs. Mais le savoir-être, au même titre que la confiance en soi ou la capacité à résoudre des problèmes, va faire partie en fait des compétences informelles, des soft skills, soit qui peuvent être innées, entretenues et travaillées, ou soit qui peuvent être acquis au travers de formations ou d'évolution, soit en termes de connaissance de soi, ou soit en termes d'interaction avec les collaborateurs. En termes de, si on fait un petit peu le lien et qu'on avance un peu plus en fait sur le volet ressources humaines, il va y avoir en fait donc des éléments qui sont au niveau de l'organisation de l'entreprise et au niveau de son évolution en termes de leadership partagé. Donc la capacité en fait à construire des équipes projets pluridisciplinaires pour réfléchir sur un niveau d'horizontalité au développement en fait de nouveaux produits et de services. Il y a aussi en termes de gains en ressources humaines sur le volet assertivité, donc la capacité à la fois d'exprimer ses opinions, mais aussi de comprendre en fait les points de vue, les enjeux, les problématiques, les contraintes et les opportunités
des collaborateurs qui vont soit vous entourer au sein d'un service ou dans d'autres services, ou soit quand vous allez les mettre en fait autour de la table sur la définition en fait de nouveaux services ou de nouveaux projets. La gestion de l'échec, un livre très intéressant qui s'appelle La vertu de l'échec, ou les conférences d'Idriss Adebarkan qui sont très instructifs à ce niveau-là. La capacité en fait à ne plus voir ou à ne pas voir en fait l'échec uniquement comme une défaite ou l'incapacité en fait à trouver une solution, ou tout simplement en fait, on prend l'exemple extrême, la perte de son emploi ou de son entreprise, mais de retirer en fait les gains et les bénéfices en termes d'apprentissage et en termes d'expérience vécue pour pouvoir les mettre en œuvre dans d'autres produits, d'autres services, d'autres solutions. Et bien évidemment, le pendant sur la vertu de l'échec ou sa gestion et son intégration à la proactivité dans la recherche de solutions en capitalisant son expérience passée dans le cadre de ses actions en cours et à venir. Alors, les pièges à éviter sur la partie RH, c'est, je vais enfoncer les portes ouvertes, c'est de se dire en fait, bon, bah, très bien, on a l'équipe de gestion de ressources humaines, on a une équipe de 50 salariés, les soft skills, c'est génial. Et donc, du coup, par rapport aux 2 slides qui ont été évoqués avant, si on les liste toutes et qu'on recrute que des personnes en fait par rapport à notre arbre de compétences ou besoins en termes de produits et services, on n'a qu'à équilibrer en fait les différents soft skills en termes de recrutement. Et donc, du coup, on va avoir une équipe géniale et dans moins d'un an, on va devenir milliardaire avec 2000 collaborateurs à travers le monde. Alors, il faut savoir que déjà que ce soit sur les littératures de recherche ou sur les différents travaux, enquêtes qui sont menés depuis une dizaine d'années et encore plus depuis maintenant, il n'y a pas de solution miracle à la fois pour détecter, on va dire lister exhaustivement les soft skills parce que ça évolue au fur et à mesure en fait que la société évolue, qu'il y a des interactions en fait entre les entreprises de services, les industries et autres, mais surtout en fait elles sont liées aussi au développement et à l'apprentissage de chacune et de chacun des individus dans leur environnement professionnel et aussi des évolutions en termes d'études cliniques et de travaux qu'il existe en neurosciences et en sciences comportementales. On parle aujourd'hui, par exemple, de topologie des talents, de topologie des vocations et d'incrémentation ou d'absorption inconsciente en fait de son environnement éducatif à l'école maternelle, l'école primaire ou dans son environnement familial, où on a des éléments, alors en termes de compétences ou de connaissances informelles, qui se développent au fur et à mesure de son expérience professionnelle, au contact et en interaction en fait de ses collaborateurs ou de ses différents métiers. Il y a par exemple un institut qui s'appelle MapUp, qui travaille depuis 20 ans en fait sur les neurosciences et les sciences comportementales, en ayant intégré en fait tout ce qui est études cliniques qui a développé en fait ce qu'on appelle une cartographie de la topologie des talents et des vocations qui, au travers d'un questionnaire basé, comme je l'évoquais, sur les neurosciences et les sciences comportementales notamment et les études cliniques, tout un questionnaire qui va partir en fait du vécu et des déterminants en termes de caractère pour dresser en fait une cartographie à la fois des compétences formelles, informelles, mais aussi ce qu'on appelle des vocations, en gros des tâches et métiers dans l'idéal que cette personne en fait devrait exercer. Ce qui fait aussi un peu le lien, un peu beaucoup même, sur cet atelier avec l'atelier précédent en termes de valorisation des compétences, de détection en fait des potentialités des individus, mais surtout en fait de ne pas se baser uniquement sur des diplômes, des compétences acquises, mais aussi sur les potentiels que peuvent développer les individus. Ce n'est pas parce que, et Chénaz l'a très bien expliqué, et connaissant aussi son investissement à ce volet-là, mais pas que, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme, qu'on n'a pas de compétences ou de talent, ou qu'on ne peut pas en fait intégrer des notions, des compétences, des capacités professionnelles à partir du moment où on arrive en fait à mettre en phase les aspirations des individus, l'environnement de travail et ce qu'il aimerait être en mesure de faire. Donc voilà sur les 2 premiers pièges à éviter. Après, il y a aussi la tendance, alors pas inverse, mais le risque en fait à ne pas avoir, c'est de se dire bon bah très bien,
le repérage et l'identification des compétences informelles va nous permettre en fait d'être un magnifique levier pour agir contre les discriminations en termes de recrutement, en termes de détection des jeunes et des moins jeunes, et du coup passer à côté des potentiels techniques qui sont certifiés ou confirmés par des diplômes ou de l'expérience professionnelle. Comme pour toute chose, en termes de nouvelles ou de notions en fait qui sont de plus en plus, comment dire, visibles dans le paysage professionnel ou dans le discours politique, politique dans le sens premier du terme, c'est de trouver l'équilibre de curseur en fait, dans le sens où effectivement il y a des compétences informelles, des compétences techniques, mais ce n'est pas une opposition entre deux mondes. Ce sont en fait des interactions permanentes, chacun des deux blocs en fait alimentant l'autre et faisant grandir en fait le collaborateur au quotidien avec des outils effectivement qui existent permettant en fait de conduire des entretiens, de détecter en fait ses talents, ses potentiels et de voir derrière quel accompagnement on met en place en fait en termes de coordination d'équipe, en termes de collaboration pour faire grandir à la fois l'individu mais aussi les individus de façon collective en termes d'accomplissement professionnel au sein de l'entreprise ou du moins durant son parcours avec, au sein de la structure. Non, c'est tout bon. Je vais continuer avec un exemple en fait de mise en place d'écosystèmes de reconnaissance des compétences informelles au travers d'un outil numérique en fait qui s'appelle les Open Badges. Pour faire très simple, hein, c'est un outil qui est développé mondialement depuis une dizaine d'années, une plateforme numérique en fait où au travers en fait d'un outil numérique qu'on va pouvoir, comment dire, pour faire simple, QR codé ou imprimé en fait sur un CV, on va avoir en fait une encapsulation, donc alors, dit plus simplement, on va en fait stocker dans une image numérique l'ensemble des preuves, donc des éléments, des outils, des vidéos, des rapports, des notes qui vont confirmer, qui vont attester en fait de l'acquisition de compétences informelles. Donc, par exemple, si on prend le cas de la Nouvelle-Aquitaine, à Tours ou en Normandie, en fait, où les Open Badges en France sont fortement développés, quelle a été, alors là, je le fais de façon assez schématisée, vraiment en termes de cercle très synthétique, comment ça a été mis en place. Donc, il y a eu en fait la détermination d'une communauté de pairs, c'est-à-dire d'un groupe d'individus, soit qui font référence dans des domaines particuliers, soit qui sont experts en fait au niveau des branches professionnelles, des OPCO, de métiers, d'organisations patronales, syndicales, pour établir en fait un écosystème de reconnaissance des compétences informelles, c'est-à-dire d'une façon dont l'individu soit en fait va demander son badge, par exemple badge leadership, une personne en fait qui est capable en 2 heures au milieu d'un public de faire adhérer en fait tout le groupe d'individus derrière ses idées et avec la capacité en fait de les mener. Donc voir dans quelle mesure en fait il peut demander ce badge, attester en fait qu'il a cette compétence, ce soft skills, et dans quelle mesure aussi ce badge va être reconnu par la communauté. Parce que bien évidemment, c'est bien beau de lister en fait les 10, 15, 20 soft skills les plus importants dans une entreprise, mais si elle n'est pas reconnue, si elle n'est pas utilisée et si on n'est pas garant en fait qu'effectivement cet individu possède en fait cette compétence, on va passer un petit peu à côté du sujet et se retrouver un peu dans le format classique. Ça a été évoqué dans l'atelier précédent. D'un CV, on va se retrouver en fait avec une ligne atout passion loisir formation professionnelle continue qui va faire 4 pages et on va devoir passer 2 heures à appeler les 14 recruteurs ou les 14 entreprises dans lesquelles il a travaillé pour confirmer ses compétences. Donc, mettre en place en fait cet écosystème, déployer en fait le support numérique, l'outil interopérable, vulgarisé et diffusable avec une ergonomie en fait qui va parler à tout le monde et qui va pouvoir être diffusé, utilisé à la fois par les professionnels et à la fois par les bénéficiaires, mais ne pas non plus reproduire le schéma on va dire du diplôme, alors le RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles, où on va se retrouver en fait à passer des UE pendant 15 jours suite à 8 mois de cours pour faire valider l'acquisition de telle ou telle compétence. Donc voilà un exemple en fait en termes d'outils de structuration
qui permet, alors je ne dis pas que c'est l'outil idéal, mais qui permet justement d'éviter les pièges qui étaient précédemment exposés pour ne pas se retrouver non plus dans une usine à gaz, pardon, et reproduire en fait les problématiques que l'on peut connaître en termes de recrutement de personnes uniquement basées sur des compétences techniques et une expérience professionnelle. Toujours pas de questions. Je crois que je tiens le timing. Ouais, c'est bon. Je n'ai pas regardé le temps depuis tout à l'heure. Donc, en très résumé, en une slide, donc, globalement, les soft skills, une triptyque, compétences douces, compétences comportementales et compétences transversales humaines. En opposition, alors, comme je disais, hein, ce ne sont pas des blocs qui s'opposent, ce sont des blocs qui s'alimentent, mais à ne pas confondre en fait avec des connaissances purement techniques, comme par exemple être en mesure de couler une chape de béton et de poser tout un gainage électrique avec des prises triphasées. Voilà. Différents travaux qui sont menés depuis à minima 2004 en termes de diffusion des informations, on va dire, dans la littérature scientifique à destination des managers et des entrepreneurs, notamment en sciences de l'éducation et de l'apprentissage, afin de fixer et de déterminer le plus précisément possible quels sont en fait les domaines qui interviennent en fait en termes plutôt qui alimentent les socles de compétences techniques, les socles et les processus d'apprentissage et en complémentarité les compétences informelles. Donc, ne pas oublier qu'il y a, donc voilà, que c'est, comme je l'évoquais, mais je l'ai dit assez suffisamment de fois, je pense, que ce sont des éléments en fait qui se connectent, qui se complètent et qui sont en perpétuelle interaction. Ce n'est pas d'un côté quelqu'un qui a du savoir-être et qui est incompétent techniquement et à l'inverse de l'autre côté, mais c'est vraiment un enrichissement continu. Et bien évidemment, ne pas tomber, comme je l'évoquais, en termes de risque pour les RH ou pour les entreprises de façon générale, dans l'effet de mode, à se dire, bon, bah voilà, on va tout concentrer sur la détermination des soft skills, mais bien faire, comment dire, avoir pour base la bonne connaissance de son entreprise, bien déterminer en fait, et il y a aussi donc, beaucoup de littérature à ce sujet et des professionnels, bien évidemment, aguerris sur ce volet-là, bien déterminer en fait les compétences et les ressources que l'on a besoin pour notre entreprise par rapport à son organisation, par rapport à son ADN, son identité, son offre de services ou de produits, pour mettre en cohérence en fait son processus de recrutement et les besoins en fait à la fois à l'instant T et en termes d'évolution par rapport au développement de la structure. Voilà, merci. Tu as une tenue, mais à la minute près, quoi. C'est impressionnant. J'ai une petite question peut-être pour lancer un peu l'échange. Dans les anciens modèles, en tout cas ce que moi je considère être des anciens modèles au moment des entretiens, on pouvait maladroitement poser la question au candidat, quelles sont tes 3 qualités ou tes 3 défauts? Dans quelle catégorie tu mets ça c'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qu'on attendrait en réponse à ces 3 questions? Et est-ce qu'on est de l'ordre de la compétence douce? Est-ce qu'on est, enfin voilà, qu'est-ce que... C'est une très très bonne question et après c'est beaucoup lié aux pratiques de recrutement. Sur les pratiques managériales, alors en tout cas ce qui ressort dans les entre guillemets nouvelles pratiques, c'est que ça va être plus en fait des questions qui vont être posées pour identifier la capacité en fait d'improvisation ou d'encaissement de la question un petit peu basique et bateau au niveau du candidat. Mais pour détecter justement ces compétences informelles, ça va être un jeu et un emboîtement de questions, pas forcément directes, qui vont permettre en fait de cerner si par exemple en fait on a besoin dans son entreprise de quelqu'un qui fait preuve de grande créativité et de résolution de problèmes et qu'on veut l'avoir réuni dans une seule personne. En disant, bon, bah voilà, quels sont tes 3 défauts, 3 telles qualités. Déjà, de toute façon, sur LinkedIn ou sur Google, il y a tellement de préparation, en fait, sur les réponses, on va dire, les moins pires à donner ou avec le meilleur curseur. Et c'est plus, en fait, en posant différentes questions qui vont tourner autour du même sujet, qui va permettre de déterminer plus, en fait, si cette personne possède la compétence que l'on recherche ou pas. Donc, du coup, pour répondre essayer de répondre
plus clairement et directement à ta question, ça va dépendre, là, pas là encore, mais de ce que le recruteur attend. Si c'est un bon recruteur, il ne va pas poser la question juste pour le plaisir de poser la question en disant « bon, moi, je recherche une personne qui a ces 3 qualités et ces 3 défauts ». Ce n'est pas tant la réponse en tant que telle, c'est plus le cheminement par lequel tout à fait. Et ce qui pose derrière la question des compétences des recruteurs et de ceux qui font passer les entretiens, parce que c'est un vrai métier aussi derrière. Oui, parce que le propos, on peut l'inverser en mode miroir. C'est-à-dire le candidat peut aussi, lui, d'ailleurs, c'est un peu l'intérêt de l'exercice, essayer, de par cet entretien, d'apprécier autrement que les compétences techniques attendues du recruteur, finalement, et puis voir si ça peut matcher. Surtout avec la nouvelle génération. Alors, je suis chauve, je ne suis pas vieux non plus, mais même à 37 ans, j'ai managé une équipe de 18 personnes avec une moyenne d'âge de 23 ans pendant 5 années. Et c'est vrai que le paradigme un peu change avec tous les recrutements que l'on a effectués, où on a eu beaucoup de candidats qui nous ont demandé quelles sont les 3 valeurs que vous défendez dans votre entreprise et les 3 valeurs que vous exécrez. Ça devient assez intéressant après en termes de recrutement. À distance, en visio, est-ce que parmi les participants, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat ou pas, d'ailleurs, je n'ai pas vu. Non, peut-être pas. Non, il n'y a pas de questions. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ou interagir avec Michael sur sa présentation? Ou alors ils sont tous à l'apéro. Bien, alors c'était super clair. Ouais, donc, c'est ça. du coup, sinon, vous avez le droit de ne pas du tout être d'accord. Bon, après, j'ai fait en sorte de prendre un maximum de factuels. Et ça se complétait vachement avec ce qu'avait dit, enfin, avec l'intervention de Katia et Karine. Ce midi, ce midi, où ils ont eu une intervention justement sur les soft skills, mais plus dans le milieu professionnel. Bon, là, c'est vrai qu'on était plus dans le recrutement, mais ils avaient commencé à parler du badge aussi, de badge, etc. Okay. Mais ils n'étaient pas allés au bout de ça. Et c'est vrai que ça a pas mal complété l'intervention de ce matin. On a Vincent Etef, je crois qu'il peut une question. Oui, j'avais une réflexion justement après cette journée sur les soft skills, entre autres. Est-ce que ce n'est pas un petit peu un marquage de l'évolution des comportements dans notre société, avec ces transitions entre les différentes générations X, Y, Z, Millennium ou Alpha, comme on veut. Ce ne serait pas à cause de cela que le mot soft skills est de plus en plus employé en termes de recrutement et en termes de management? Première petite question. Et dans la foulée, ça me fait réfléchir aussi à est-ce que il n'y aurait pas comme une forme de paresse au niveau des entreprises où on ne doit pas essayer d'apporter les valeurs de l'entreprise aux futurs collaborateurs, mais on va essayer de les avoir tout de suite avant même son recrutement. D'où un petit peu un manquement dans la mobilité une fois qu'on est installé au poste. Sur la partie soft skills, c'est un peu comme sur je vais faire le lien aussi ou le pont avec le précédent atelier où la notion d'organisation militante a été fortement évoquée. Où on est en fait effectivement sur des notions de RSE, mais surtout en fait de plus en plus d'entreprises du secteur marchand qui se substituent au rôle que doit ou que devraient, alors après ça ce sont des convictions politiques ou régaliennes, avoir les politiques publiques de façon générale. Donc il y a de plus en plus en fait d'implication des entreprises du secteur marchand pour faire de l'intérêt général tout simplement, et on va bien au-delà des statuts. Ce sont des notions qui ont commencé en fait à être matérialisées, donc quand on dit matérialisées, donc c'est-à-dire sur lesquelles en fait il y a eu de la littérature scientifique à partir de 2005, et ça fait vraiment depuis 2-3 ans. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 4 ans, il y a eu un peu plus de 4 ans, la mise en place du nouveau statut de société collaborative d'intérêt collectif pour faire le pont en fait justement entre les SARL, les SAS, les SA et l'intérêt général. Mais de la même façon, sur la partie soft skills, en tout cas en France, les premières notions, donc les premiers éléments de recherche apparaissent depuis une vingtaine d'années. Donc effectivement, ensuite, ça se diffuse. On a la loi de la diffusion de l'innovation. Donc, est-ce que, je n'ai pas la réponse non plus parce que je ne suis pas chercheur dans le domaine, mais est-ce que c'est les générations qui changent, que ça devient de plus en plus à la mode, ou on se rend compte effectivement que ce sont des notions
en termes de compétences professionnelles qui sont de plus en plus importantes dans l'entreprise. Et donc, tout simplement, on met des mots sur des pratiques professionnelles, des attentes et des compétences qui existent depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, depuis que l'être humain travaille. L'estime, la confiance en soi, faire preuve de créativité, on n'a pas attendu 2004 pour que des chefs d'entreprise ou des salariés en fassent preuve. Ça existe depuis que l'être humain existe, depuis qu'on a commencé à chasser les bisons, les mammouths et tout ce qui va avec. Donc après, c'est toujours en termes de mettre un mot scientifique, technique ou à la mode sur des notions en fait qu'on avait du mal à circonscrire et périmétrer il y a une dizaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années. Pareil, depuis 5-6 ans, on parle du X-Design, mais il y avait déjà des entreprises qui intégraient déjà le besoin de l'utilisateur dans la conception de ces produits, il y a 30, 40, 50 ans. D'une autre façon, effectivement, pas aussi structuré et pas avec des process aussi aboutis, mais ça existait déjà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Parfait. Question un peu plus presque technique, si je puis dire, c'est est-ce que la période qu'on vit là et la diffusion à grande échelle du télétravail percute un peu tout ça et pourquoi pas fait ressortir peut-être des nouvelles attentes en matière de compétences, notamment compétences douces. Est-ce que le fait d'autoriser le télétravail à un collaborateur implique que lui-même ait des certaines prédispositions en quelque sorte, au-delà d'un management par la confiance? Sur les quelques études qui commencent à être faites, ou du moins publiées sur la partie télétravail, il y a les deux biais. C'est la partie en fait où l'individu se rend compte de sa capacité à mieux s'organiser, être beaucoup plus optimisé et se rend compte en fait quand ce qui mettait 7h30, 8h à faire à son bureau avec ses collaborateurs, il arrive à évacuer en 3-4 heures. Donc, il peut vaquer à d'autres occupations en mettant sa photo de profil sur son Zoom toute l'après-midi. Mais aussi l'inverse, c'est-à-dire se rendre compte en fait que finalement, moi, je suis fait pour avoir des collègues, pour être en interaction permanente et d'où le fait qu'on ait une multiplication très importante en fait de cas liés à des dépressions, de sentiments de mal-être et autres. Après, en termes de réponse, on va dire, franche et complète par rapport à cette question, à aujourd'hui, moi, je n'ai pas les éléments parce que je n'ai pas poussé la veille à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est des quelques éléments de recherche qui ressortent ou d'études qui ressortent. Ce sont un peu les deux biais ou les deux pans qui ressortent par rapport à ce volet-là. D'autres interventions à distance? Questions ou éclairages complémentaires sur ce qui a été présenté? On les a endormis. Alors oui, moi, si je peux me permettre, je suis Muriel Boucher de l'APEC. Donc moi, je suis du côté entreprise, parce qu'à l'APEC, en fait, on a deux clients, on va dire, les cadres d'un côté et les entreprises de l'autre, qu'on accompagne dans le recrutement et dans la gestion des ressources humaines. Alors, en fait, du côté soft skills, nous, l'APEC, on est à fond sur la question du côté cadre pour les préparer effectivement à rencontrer le recruteur. Et de mon côté entreprise, en fait, évidemment que je travaille avec mes clients sur cette question-là, parce qu'en fait, on a, en tant qu'APEC et Observatoire du marché cadre, eh bien, on a constaté que lorsqu'un recrutement ne marche pas, c'est en fait surtout du côté, en fait, à cause, je dirais, des qualités comportementales qui manquent, plutôt qu'un défaut en fait de compétences métiers. Et alors moi, je voulais en fait intervenir sur la partie paresse. Tout à l'heure, j'ai entendu la paresse des entreprises. Et moi, j'ai l'impression que finalement, pour les entreprises, alors je ne sais pas si c'est la paresse ou pas, mais c'est en fait de savoir qui elles sont vraiment. En fait, c'est la question de la culture d'entreprise. Alors, comme vous disiez, Michael, ça fait 20 ans en fait que on travaille sur la question dans les entreprises, mais en fait, l'idée, c'est effectivement de savoir qui. C'est compliqué en fait pour les entreprises
c'est un peu comme l'individu, hein, que je me présente en fait, comment je me présente bien, c'est en me connaissant moi-même et du coup, les entreprises en fait ont du mal, j'ai l'impression, à savoir qui elles sont vraiment et quelles sont en fait des qualités à rechercher en fait. C'est tout à l'heure on disait: «Ouais, c'est quoi tes 3 qualités? C'est quoi ces 3 défauts?» En fait, c'est ça, en fait, qu'est-ce qu'on cherche? Et donc j'ai l'impression en fait que, c'est difficile, enfin je ne sais pas si vous partagez ce constat-là? Mais de savoir en fait, voilà, c'est quoi le portrait robot de mon candidat? C'est quoi les qualités en fait, comportementales ou les soft skills nécessaires? Les trois prioritaires, ça sert à rien de faire une liste à la Prévert de 10 par exemple. Tout à l'heure, il y en avait 15, on est noyé en fait. Mais c'est quoi les 3 premières en fait? Ça me semble, enfin pour moi, je trouve que c'est un gros travail pour accompagner mes clients. Je ne sais pas si vous êtes OK là-dessus, Michael et l'assemblée en fait? Je suis entièrement d'accord. Avant d'être chez Axon, j'ai dirigé le CRIJ pendant 5 ans. OK, Où d'accord, très bien. à la fois, oui, je suis l'ancien directeur du CRIJ. J'ai eu le plaisir de rencontrer David et Indira avant mon départ Oui, OK, d'ailleurs. et donc votre Voilà, successeur, féminin en fait, on exactement. aime bien le recrutement, ouais, c'est ça et Voilà, donc c'est ça. On est qui fait passé avec pousser vous suite Ludovic à… dans ses retranchements. Ouais, 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 c'est ça. Bah, Voilà, justement et sur ces fameux soft skills. Ouais, ouais, c'était c'est ça quoi. exactement ça. Bah, j'allais utiliser Ouais, justement ouais, cet exemple parce que c'est vrai qu'on parle excellent. souvent, en fait, notamment chez les jeunes, mais vous l'avez sur toutes les tranches d'âge, hein, du manque de motivation, du manque de savoir-être des jeunes. C'est pour ça, globalement, que c'est compliqué pour qu'ils actionnent des aides ou qu'ils trouvent un emploi. Ce n'est pas faux. Il y a la notion de motivation aussi, mais il y a une notion aussi de connaissance de soi, mais ça vaut aussi pour l'entreprise. Ouais, Quand je parlais tout à l'heure sur le volet RH, où il n'y a pas deux blocs qui s'opposent entre compétences techniques et compétences informelles, mais c'est surtout en fait en termes de métier de manager, que ce soit de gérant d'entreprise, de responsable de service ou de recruteur, de savoir qu'est-ce qu'on est, de quoi on a besoin, où est-ce qu'on veut aller, la notion de sens, que ce soit de service, d'ADN ou de l'entreprise. C'est une grosse problématique. Bon, moi, je connais très bien le secteur associatif, mais qu'on retrouve aussi au niveau des TPE et qu'on a vu pendant 5 ans, qu'on faisait le lien entre les jeunes qui cherchaient un contrat d'apprentissage ou un emploi, et de l'autre côté, les entreprises. Et quand on leur pose des questions des deux côtés, oui, mais vous recherchez quoi comme profil? Et vous recherchez quoi comme poste? Et qu'on se retrouve en fait en étau entre les deux, où les deux structures en fait savent pas trop, mais du coup, regardez la fiche de poste, ça pose après une problématique. Et j'allais justement prendre l'exemple de mon remplacement. On a fait 3 vagues de recrutement avec 170 candidatures reçues, une vingtaine de candidats que l'on a reçus en entretien. Et c'est qu'à la 3e vague de recrutement qu'on a trouvé quelqu'un, on savait en fait ce dont avait besoin l'ADN du CRIJ en termes de valeur, en termes de compétences bien évidemment, mais surtout en termes de valeur à véhiculer. Et c'est pour ça en fait qu'on a, excusez-moi l'expression, autant galéré, parce qu'on a mis 5 mois à trouver quelqu'un, et je suis parti avant qu'on puisse trouver ma remplaçante, mais à trouver quelqu'un qui puisse être en adéquation avec les valeurs, l'identité qu'incarne le CRIJ sur le territoire. Donc entièrement d'accord avec vous. En résumé. C'est satisfaisant pour les gosses. Bah non, c'est surtout parce que bon, le CRIJ était à 2 doigts de fermer il y a 5 ans, donc c'est surtout inquiétant pour la… On a trouvé une perle, on se voit très souvent pour le tuilage, donc c'est top. C'est bien. Muriel, est-ce que ça répond à ta question du coup? Oui, bah, je suis en fait, non, mais je suis ravie parce que, moi, depuis que je fais du recrutement, donc ça fait un moment et j'étais en fait, dans le management précédemment. J'ai encore l'impression que l'histoire de cette culture d'entreprise, elle est vraiment, ignorée, quoi, et même des professionnels du recrutement. C'est-à-dire que les entreprises, j'ai l'impression on a du mal, en fait, à les aider parce que, quand on recrute, on cherche principalement des compétences métiers et comme, Mickaël disait, en fait, ça va pas coller. On peut avoir les meilleures compétences du monde si, ça matche pas la personnalité du candidat ou du collaborateur avec la culture de la boîte, ben, en fait, ça va pas aller du tout. Il y aura, en fait, même pour le collaborateur, il va faire le grand écart entre ce qu'il est et ce qu'il est censé afficher, en fait, dans l'entreprise et c'est pas de bon augure, en fait, pour la pérennité, du poste et même pour, enfin,
même pour la motivation, si c'est un manager, bon là, Michael parlait du directeur, mais effectivement, plus on est haut dans la hiérarchie et plus l'écart entre la personnalité du collaborateur et la culture de l'entreprise est important en fait, ben voilà, ça pose vraiment problème et j'ai l'impression que cette question-là, elle est complètement ignorée quasiment en fait de la plupart, quoi. Mais en fait, je pense que enfin, à mon avis, il faut qu'on soit sensibilisé sur la question, mais de côté, enfin, du côté en fait accompagnement des candidats et du côté accompagnement du recruteur aussi, enfin de l'employeur. Ouais. En tout cas, merci pour cette. Enfin, c'est pas fini l'atelier, mais enfin, merci au MEDEF et Action pour animer ce genre de sensibilisation. Merci. Donc, les cabinets de recrutement font des tests pour déterminer les potentiels avec la dimension de ce qui est dû. Il faut que tu parles. Pardon. Alors, les cabinets de recrutement font des tests pour déterminer les potentiels avec la dimension de ce qui est inné et de ce qui est développé dans le champ comportemental de l'individu. Est-ce qu'il ne s'agit pas de démocratiser ces pratiques en mobilisant, en responsabilisant les chefs d'entreprise directement? Alors, là, je vais enlever la partie littérature, je vais prendre un avis perso et un petit constat pro. Sans remettre en cause de toute façon les cabinets de recrutement, bien au contraire. Mais comment dire, la capacité d'administrer en fait un entretien clinique, parce que quand on rentre en fait dans la dimension de l'inné, c'est un peu de toute façon comme différentes formations qu'on va suivre, il y a une base et puis il y a, si on veut, creuser. On est au carrefour en fait des sciences comportementales, de la psychologie sociale et de neurosciences. Pour administrer ces questionnaires, donc par exemple, je citais l'exemple du cabinet MapUp. Alors je suis pas actionnaire chez eux, mais c'est juste en fait qu'ils viennent de s'installer à La Réunion et quand j'étais au CRIJ, on a testé en fait leur questionnaire avec eux. Ils forment leurs praticiens MapUp 7 mois dans l'administration du questionnaire. Et le questionnaire est traité en fait dans une clinique à Paris en métropole et ça met 4 jours. Donc dans le sens où, en termes de démocratisation et des tests qui va bien au-delà en fait du bilan de compétences, ça demande après derrière une forte technicité et une forte capacité en fait à utiliser et mettre en place ces outils. Donc, effectivement, responsabiliser les chefs d'entreprise ou voire même les sensibiliser, les former, se pose après la question derrière. Et là, ça fait le lien en fait avec une grosse problématique des OPCO avec les chefs d'entreprise, c'est le temps. En termes de temps à dégager pour être en mesure en fait à la fois d'identifier c'est quoi son ADN, donc sortir la tête du guidon de la prospection commerciale, des gestions des charges, des traites, des trésoreries, des crédits, de l'encaissement des factures, de l'administratif et de pouvoir prendre du recul. Donc oui, effectivement, c'est important en termes de vulgarisation, de démocratisation. Ensuite, c'est comment on le met en place et comment on arrive en fait à sensibiliser les 95% de TPE de moins de 10 salariés, donc leur manager, à dégager X semaines pour avoir ces notions-là. Au détriment du coup de faire vivre son entreprise, mais si on ne prend pas ce temps-là, donc du coup c'est l'entreprise qui finira à un moment par péricliter. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, mais avec des solutions qui sont possibles. Bien, ben merci pour la réponse, Marie-Claire Fortuné. Merci pour cette réponse. Et merci pour cette intervention, en fait. Moi, je constate que les soft skills, c'est vraiment très pointu, au final. Et donc, c'était important de le voir souligné de cette manière-là, en fait. Et ce n'est pas donné à tout le monde, finalement, de pouvoir vraiment les identifier. Et ce n'est pas donné à tout chef d'entreprise, en tout cas, de le faire. Mais bon, externaliser forcément, en fait, ça serait la solution pour recruter. Ou est-ce qu'il y aurait d'autres dispositifs qui pourraient être pensés pour ces TPE, PME, en fait, de manière plus globale? Ça va dépendre de l'entreprise, de ce qu'elle recherche. Bon, je vais reprendre un autre exemple. Nous, à mon départ, je vais reprendre en fait un exemple du CRIJ parce que c'est assez parlant. À mon départ du CRIJ, on a été approché par 3 cabinets de recrutement quand on a lancé la 2e vague. Externaliser implique soit que vous ayez un document extrêmement fin
sur ce qu'est votre entreprise et ce que vous attendez, et à la fois là où les consultants qui vont être en charge du recrutement comprennent cet ADN-là et savent lire entre les lignes, parce qu'effectivement, il y a aussi un côté entre les lignes, dans la lettre de motivation et la construction du CV du et des candidats pour savoir s'ils peuvent potentiellement faire l'affaire. Parce que là, on va être en fait sur de la détection d'indices ou du repérage d'indices, à tort ou à raison, par rapport à la candidature d'un individu. Donc, effectivement, il va y avoir, comme tout, des métiers qui pourront être beaucoup plus facilement externalisés en termes de recrutement et d'autres qui vont impliquer que la personne qui va s'occuper du recrutement ait une très bonne compétence. Et là, on revient sur les soft skills, sur la notion d'empathie, d'intelligence émotionnelle, afin de repérer et de détecter ce qui va être utile, ce qui va correspondre aux attentes et aux besoins de l'entreprise, que ce soit en interne ou pas d'ailleurs. Donc, moi, à mon niveau, je n'ai pas vraiment de réponse, parce que ça va dépendre vraiment du profil recherché par l'entreprise, de sa connaissance, de ce qu'il a en termes de documentation. Est-ce qu'il possède une carte de GPECT au sein de son entreprise? Alors, je ne suis pas consultant en ressources humaines, je précise, parce que depuis tout à l'heure, je n'arrête pas d'utiliser des termes un peu spécifiques au RH, mais s'il a une arbre de compétences et des potentiels de ses collaborateurs, s'il a une politique de GPECT en place, si c'est documenté, etc. Ça dépend d'énormément de facteurs, je trouve. Après, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, moi, je suis bien preneur de retour d'expérience, parce que je suis pas… Alors, Marie-Claire disait qu'elle était d'accord. Ah, ok. Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, le point, c'est passer toutes ces étapes un peu processées pour certaines, c'est à un moment donné la rencontre entre deux personnes et comment tu te laisses aussi surprendre, en fait, de choses que tu n'arrives pas… J'ai noté un repérage d'indices, l'expression, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné… tu peux avoir une intuition aussi, tu vois, de quelque chose qui est difficile à définir, difficile à processer, mais voilà, de par le jeu effectivement, de l'empathie notamment. Et puis une rencontre un jour J aussi, ça peut être, voilà. Oui, comment le candidat aussi est luné à ce moment-là, et quelqu'un de très mauvais dans une entreprise peut se révéler extrêmement excellent dans une autre. Mais ce qui est certain, pour faire le lien avec l'atelier qu'évoquait Audrey tout à l'heure, qui a eu lieu ce midi-là, c'est que le principe même du CV de motivation est un peu chahuté. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est difficile avec ces seuls outils de justement pouvoir mettre en avant ces éléments-là. Enfin, toute la partie compétences informelles aujourd'hui dans un CV, c'est pas facile. C'est aussi ce modèle-là à réinventer dans les process de recrutement en tout cas. Il nous reste 5 minutes. Si vous avez une dernière question pour Michael ou si vous souhaitez compléter l'échange, n'hésitez pas. Sinon, on va lui laisser la parole pour la conclusion. J'ai bien conclu là déjà, non? Merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Voilà, conclusion simple, efficace, j'ai beaucoup parlé. Et il y a aussi peut-être une conclusion. Il y a beaucoup de projets qui se montent sur le territoire, et ça a été évoqué dans les différents ateliers. Bon, moi, j'ai assisté qu'au précédent atelier, mais qui font le lien justement en termes de détection des publics qui peuvent parfois être considérés comme invisibles, NEETs ou autres, ou du moins en fait en termes de besoin d'accompagnement, et dans un volet en fait ce qu'on évoquait en termes techniques d'organisation militante, donc d'hybridation de modèles économiques, associatifs, secteur marchand, en faveur de l'intérêt général et du développement économique du territoire. Donc, c'est une période qui est extrêmement intéressante et foisonnante à ce niveau-là. Et du coup, c'est bon? Ouais, du coup, on a bouclé la boucle de notre journée marathon, là, pour filer les métaphores sportives, qui a commencé par une intervention de Samantha, la directrice générale de Canal+, sur la thématique de l'engagement. Je pense que dans l'exposé que tu viens de nous faire, il y a quelques éléments de réponse et des choses à capter sur justement ce qui peut faciliter ou en tout cas aider l'engagement justement en partant du sens, ce que tu évoquais, et puis derrière tout ce qu'on peut décliner en matière de raison d'être de l'entreprise et de valeur. Donc voilà, on a bouclé la boucle. On a bouclé la boucle. Merci à tous ceux qui ont participé, notamment ceux qui ont fait ce marathon avec nous.
Parce que c'était assez inédit. Depuis ce matin. Ouais. Et bien sûr, tous les autres participants de chaque atelier, à savoir que tous les ateliers seront indépendamment les uns des autres disponibles sur notre chaîne YouTube pour revisionnage et visionnage pour ceux qui n'auraient pas pu participer. Je n'ai pas signé mon droit à l'image. On va pas signer les droits à l'image. Ancien consultant technique, désolé. C'est vrai que cette année, ça a été fait un webinaire dû aux conditions particulières. Mais on espère qu'on pourra faire bientôt ce type de webinaire sur toute la journée ou du moins au minima sur une demi-journée comme celle-ci avec de nombreux ateliers tous différents et enrichissants sur une prochaine fois en présentiel notamment. Et du coup, merci à l'équipe du MEDEF aussi. Et du coup, on a gagné le droit de rejouer en plus, donc c'est parfait. Ouais. Finalement. 18h43, on est bon. Super, merci beaucoup. Merci Mickaël pour la présentation. Merci à vous pour l'invitation. Bonne soirée à tous. Et puis à bientôt, peut-être en présentiel ou de nouveau en visio.